Bonsoir. Je m'appelle Hadja Fanta, je suis assistant curator à Raw Material Company. Merci d'être venu aujourd'hui. Raw Material Company est un centre pour l'art, le savoir et la société basé à Dakar. C'est une initiative qui s'articule autour du commissariat d'exposition, de l'éducation artistique, de résidence et de la production de savoir et de la documentation, de la théorie artistique et de la critique d'art. Raw Academy est un programme résidentiel expérientiel pour la recherche et l'étude de la pratique et de la pensée artistique et curatoriale. Raw Academy expose les participants et les intervenants à l'environnement artistique dynamique et historiquement critique dans la ville, tout en leur offrant un espace libre pour l'exploration, l'enquête, la recherche et la production de leurs propres idées. Le programme est conçu pour promouvoir un échange, un dialogue intense, organisé autour de sessions publiques et fermées qui comprennent des séminaires, des conférences, des ateliers, des expositions, des visites d'institutions culturelles et des publications. Le programme se déroule généralement à Dakar pendant 5 à 7 semaines, mais peut être déployé en fonction de son thème dans une autre zone géographique. Chaque de ces sessions s'articule autour d'un cadre conceptuel pertinent pensé par un directeur ou directrice dont la pratique démontre une approche originale de l'art, du commissariat, d'exposition et de la critique d'art, avec l'apport de confrères qualifiés invités. Bonsoir, je m'appelle Féligue, je suis commissaire des programmes ici à Raw Material Company. La 11e session de la Raw Academy s'ancre dans des réflexions ouvertes lors de l'état des lieux, 5e édition, le sens du lieu, déplacement, replacement, non-placement, un symposium international conçu en collaboration avec le professeur Fedwinsa. Dans cette continuité, cette 11e session de la Raw Academy est partagée par des fellows et des facultés qui ont en commun ces préoccupations et dont l'expertise sur ces questions est reconnue. L'anthropologue et historien Abdourahmane Seck, l'architecte et anthropologue Sename Kofi Agbodjinou, l'historienne et commissaire d'exposition Samia Heni, l'historienne interdisciplinaire et activiste et organisatrice sociale et politique Dr Sonia Vaz-Borges, la chercheuse, designer et professeure d'architecture Meili Neko, et enfin Ali Beta, musicien, commissaire d'exposition, cinéaste, écrivain et fondateur de Keno Laboratoire des Imaginaires, ainsi que l'équipe de Raw Material Company. Les fellows sont Abdourahmane Hadja, photographe et cinématographe basé à Marrakech. Aïcha Aliou Bima est curatrice, autrice, chercheuse et photographe basée à Abuja. Amabé est une artiste ghanéenne tissant son existence entre les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest. Fouga est nomade académique basé à Berlin. Fouata Motu est géographe, écrivain et artiste visuel ghanéen. Lauren Lewis Dua est une artiste et designer transdisciplinaire ghanéen, basé à Londres. Et on a aussi Younes Ben Slimane, cinéaste originaire de Tunisie. On a Zaz Lilohi, artiste camerounaise d'origine douala. On a Massauka, qui est un photographe et réalisateur basé et originaire de Saint-Louis. On a Catherine Annabelle Lee, qui est artiste interdisciplinaire, architecte, chercheuse, éducatrice et boulangère indonésienne basée à Mexico. Eugénie Shah, qui est écrivaine et artiste pluridisciplinaire, qui est là parmi nous en tant qu'observatrice pour cette académie. Et pour ce programme public, on a l'honneur d'avoir Samia Heni, qui est historienne et commissaire d'exposition consacrée aux environnements construits, détruits et imaginaires. Elle est l'auteur de l'ouvrage plusieurs fois primé Architecture of Counter-Revolution, the French Army in Northern Algeria.
A Colonial Toxicity, Rehearsing French Radioactive Architecture and Landscape in the Sahara. Elle est également éditrice de Deserts Are Not Empty, War Zones. Elle est également commissaire d'expositions telles que Performing Colonial Toxicity, présentée à Amsterdam, Zurich, Londres, New Haven, Berlin, Ottawa entre 2023 et 2025. Discrete Violence Architecture and the French War in Algeria, exposée à Zurich, Rotterdam, Berlin, Johannesburg, Paris, Prague, Ithaca, Philadelphie, Charlottesville entre 2017 et 2022. Archives Secret Défense en 2021, Housing Pharmacology, Manifesta 13 Marseille 2020. Et Housing Pharmacology, Samia a été invitée à enseigner lors de la première Biennale College Architectural 2023 dans le cadre de la 18e Exposition internationale d'architecture, le laboratoire du futur à la Biennale d'architecture de Venise. Elle a obtenu son doctorat en histoire et théorie de l'architecture avec distinction à l'ETH Zurich et a enseigné à l'université Cornell, à l'université Princeton, à l'ETH Zurich, à l'université de Zurich et à l'université de Princeton et à l'université d'art et de design de Genève. Actuellement, elle enseigne à l'université McGill. Elle co-préside le séminaire Beyond France de l'université Columbia. Elle a travaillé sur un projet d'exposition intitulé Psycho-Colonial Spaces, commandé par Arge Kuntz à Bolzano, qui sera inauguré en mai 2025, ainsi que sur un projet de livre intitulé Fanon for Architects, dans le cadre de la série Thinkers for Architects publiée par Routledge. Aujourd'hui, Samia Hani présente Déplacement forcé et guerre contemporaine. Dans sa conférence, Samia Hani abordera la relation entre les opérations de la guerre moderne, également appelée contre-révolution et contre-insurrection, et les politiques de déplacement forcé de populations civiles ainsi que matière radioactive. OK. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup à Phil Winsar et à toute l'équipe de Raw Material Company. Je suis vraiment très heureuse d'être ici et aussi de parler aujourd'hui à la veille de l'hommage à Koyo, donc toutes mes condoléances. Pour parler du sens, je vais juste peut-être dire aussi avant que normalement ma langue de travail c'est l'anglais, mais je vais parler en français, donc je vais avoir peut-être de temps en temps des réflexions pour essayer de trouver le mot. Peut-être de temps en temps il va arriver en arabe, de temps en temps en allemand, de temps en temps en italien. So bear with me. Donc pour parler du sens du lieu, the sense of place, que Félix nous a invités de penser et de discuter avec les magnifiques fellows qui sont ici, avec qui j'ai passé des journées extraordinaires. J'ai pensé à vous parler de... Excusez-moi parce que là, on ne voit pas le view pour le temps. Hein. Voilà, ok. Je fais partir le temps, la minuterie. Donc j'ai pensé à 3 travaux récents que j'ai pu faire. Ce sont plus des expositions. Vu qu'on est dans un lieu d'exposition, de pensée par rapport à l'art, à la société, à la culture, je me suis dit je me concentre plus sur le travail d'exposer et d'exposer dans le sens exposition, hein, pas seulement en tant que lieu, mais aussi en tant que pratique. Hein. Donc je vais commencer par cette notion que j'ai étudiée pendant les dernières années, qui s'appelle la guerre moderne. Quand vous l'avez traduite en guerre contemporaine, je pense que c'est un lapsus extraordinaire. C'est une guerre contemporaine, en effet. Ça s'appelle guerre moderne, donc modern warfare en anglais. C'est aussi une guerre qui s'appelle aussi contre-révolutionnaire, contre-insurrectionnelle, aussi une guerre psychologique.
Et ce qui m'intéresse, c'est comment cette guerre moderne et ces politiques de cette guerre moderne a un impact sur les populations, un impact direct sur les lieux, sur les territoires. Is it okay in French? Oh my God, sorry. Huh? I know you thought maybe it's in English. Oh, ok. Je vais faire une petite traduction privée tout à l'heure. Donc cette notion justement de la guerre moderne, et ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là de ces, on va dire, théoriciens, mais surtout officiers français de cette guerre moderne qui s'appelle Roger Trinquier. Il y en a eu beaucoup plus, ou d'autres généraux, d'autres colonels, mais Roger Trinquier a essayé ou a théorisé cette guerre moderne en pratiquant cette guerre moderne en ce qu'on appelle l'Indochine, enfin, d'abord pendant la Deuxième Guerre mondiale, ensuite pendant la guerre d'Indochine, et ensuite pendant la Révolution algérienne ou la guerre d'Algérie, donc entre 1954 et 1962. Et ça, c'est vraiment le cœur du travail que je suis en train de faire pendant les dernières années, qui s'est manifesté par plusieurs ouvrages. Donc l'architecture de la contre-révolution, qui a été d'abord publiée en anglais en 2017 et ensuite en français en 2019, et le tout dernier travail, Colonial Toxicity, Rehearsing French Radioactive Architecture and Landscape in the Sahara, qui est sorti l'année passée, qui est maintenant épuisé, qui est en train d'être publié, enfin, imprimé une deuxième fois, et qui va être traduit par les éditions B42, qui s'appelle Toxicité coloniale, et qui va sortir en novembre de cette année. Donc c'est vraiment un travail écrit, un travail de réflexion, de historicisation et de théorisation de ces rapports entre les populations, enfin, entre la guerre moderne, le contrôle des populations et bien sûr le territoire, dans ce cas-là algérien, saharien. Mais ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de penser un peu comment on peut, avec des formats très simples A4, hein, ce sont des formats standards, ce sont des feuilles A4, comment avec des formats aussi standards qu'on peut trouver un peu partout, on puisse faire des expositions avec des documents et avec on va dire une restitution d'un récit beaucoup laissé, on va dire, souterrain, comme on dit, qui n'est pas vraiment, où on n'en parle pas volontairement ou souvent. Donc ces trois expositions, la première qui s'intitule Discrete Violence, Architecture and the French Army in Algeria, c'est une exposition qui a commencé en 2017 et qui a continué à voyager. On a quelques personnes extraordinaires qui sont ici, qui ont aussi welcome, ils ont accueilli cette exposition. Chiara et, qui est là à Berlin, et aussi notre ami de UVA qui est aussi là, Laurent, où l'exposition a voyagé. Je vais vous dire plus sur cette exposition-là. Donc elle a commencé en 2019, elle a continué à voyager dans plusieurs villes, plusieurs institutions et 3 continents. Ensuite, je vais vous parler d'un moment très très court, mais qui a vraiment changé le fait de pouvoir écrire l'histoire. Donc c'est la classification de documents déjà déclassifiés. Et ensuite, je finirai avec cette autre exposition qui s'intitule Performing Colonial Toxicity, qui a commencé en 2023. J'entends juste un bruit, mais c'est moi, hein? C'est ça? Non. C'est ça, hein? Ok. Je vais essayer de faire ça. Comme ça, vous n'allez pas être... Non, non, ça va? Non, non, j'entends un double bruit, mais je pense que c'est mieux comme ça. Enfin, je vais essayer. Donc, cette autre dernière exposition, Performing Colonial Toxicity, qui a commencé à Amsterdam en 2023 et qui aussi continue à voyager. Et toutes ces 3 expositions utilisent ce format A4.
cette première exposition, Discrete Violence, violence discrète. Ça me dérange pas, sorry. Je pense que c'est celui-là. Hein? C'est celui-là. Si je fais comme ça, vous m'entendez? Non, hein? Non, si? Vous m'entendez? Comme ça, c'est bien? Pardon, ça me dérange, j'arrive pas à me concentrer parce que ça, je pense que c'est celui-là. Hein? Celui-là. C'est celui-là qui fait le bruit. Il y a un bruit, c'est vrai que c'est... Si tu enlèves celui-là. Ouais, pardon, hein? C'est lequel qui fait le bruit? C'est les deux, hein? Vous l'entendez ou c'est que moi? Ah, vous l'entendez, merci, ok, je suis bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oh, ok, très bien, sorry, hein, parce que c'est vraiment pas très... ok, ça c'est mieux. Donc, cette violence, c'est ce titre-là que j'ai, on va dire, pour cette exposition que j'ai intitulée Discrete Violence, violence. Maintenant ça marche pas, ok. Violence discrète. Donc je vais quand même, vous allez essayer avec moi d'imaginer. Ok, donc cette première exposition violence discrète, j'ai utilisé ce terme-là parce que j'ai utilisé des documents d'archives militaires et coloniales qui ont été produits pendant les années 50 et les années 60 par un office qui s'appelle SCA, le Service cinématographique des armées, et qui s'appelle aujourd'hui le ECPAD, les établissements de communication de production de l'audiovisuel. Ce bureau a créé, et encore aujourd'hui il existe, et il crée encore des documents audiovisuels, donc des photographies et des vidéos qui sont en rapport avec des zones de guerre où la France, où l'armée française était active. Hein. Donc dans ce cas-là, c'était les seules photographies que je pouvais utiliser pour pouvoir montrer et représenter ces camps que je vais vous expliquer. Donc j'ai utilisé des moyens vraiment très basiques et j'ai voulu parler de ce moment de la guerre d'Algérie, de la révolution algérienne entre 1954 et 1962, quand l'armée française s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas vraiment contrôler toute la population rurale, surtout en Algérie. Donc, on a créé des zones interdites. Donc, on voit ici une carte de ces zones, on va appeler ça des foyers, enfin, que l'armée a appelé des foyers d'insurrection. Alors, des foyers d'insurrection sur cette carte-là qui va arriver. Essayez juste de toucher. Ouais. Oui, je pense que là-bas. Ok. Pas de problème. Non, ça arrive, hein. Donc l'autre, il arrive, oui. Donc, sur cette carte-là, on voit ces foyers d'insurrection. Et à partir de ces foyers d'insurrection, il y a eu des zones interdites que vous voyez sur cette carte-là, où ces zones grises, on va dire foncées, ont été formées, enfin ont été mis en place. Même le micro a refusé. Ok. Donc on voit ces zones en gris foncé, ce sont des zones qui étaient appelées zones interdites, et à partir de ces zones-là, tout humain et aussi toute forme d'humanité aussi, même à l'époque les animaux. Ouais, qu'est-ce que je fais? On continue. Ce qu'on peut faire, moi je vais vous parler, et peut-être qu'est-ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'utiliser cet autre ordinateur, peut-être, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste avoir un comment on appelle ça? Une clé USB, et peut-être on va essayer d'utiliser un autre ordinateur. Ok? And I will entertain you. Ok?
Donc vous allez imaginer ce que je vais vous dire, non? Et puis on va regarder les maps, les cartes dans un moment. Hein. Donc imaginez-vous, mais il faut que le micro marche quand même. Imaginez-vous le nord de l'Algérie. Je suis sûre et certain que vous avez ça en tête. Entre 1954 et 1962, l'armée française a commencé à évacuer la population rurale. Donc elle a créé ces zones interdites et puis ces personnes ou ces habitants qui habitaient dans ces zones interdites, on appelle ça, on les a appelés les regroupés, hein, la population regroupée, et on a créé des camps de regroupement qu'on n'a pas vraiment appelé des camps. On a utilisé le mot centre, donc les deux mots centre, les mots camp et concentration étaient interdits. Donc il y a eu des zones interdites, mais il y a aussi un langage, des termes interdits. Et donc on a créé ce que l'armée française a appelé des centres de regroupement. Moi je refuse de les appeler des centres, ce sont des camps. Et j'ai essayé avec cette exposition de montrer que ces camps étaient vraiment des camps et n'étaient pas des centres de regroupement. Hein. Donc si... Oui, je peux le faire. Hein. Yes. You don't know, I'm a performer too. Donc, qu'est-ce qui s'est passé comme vous voyez là, il y a des points. Vous voyez des points. Donc, tous ces points-là, ce sont des camps. Ce sont des camps de regroupement, des camps de concentration qui ont été créés pour pouvoir couper le rapport entre la population rurale et les révolutionnaires. Hein. Donc, ce qu'on appelait à l'époque des suspects ou des terroristes. Hein. Encore aujourd'hui, on entend ce genre de mots utilisés, surtout quand on pense à Gaza ou à d'autres, au génocide à Gaza et à d'autres régions, d'autres zones de guerre moderne. Hein. Donc, ces mots-là, suspects et terroristes, sont utilisés. On a créé ces unités-là qui s'appelaient des SAS, des sections administratives spécialisées. Et ces sections-là ont été une forme de bureau militaire et civil. Hein. Donc c'est là qu'on a aussi marié ces deux forces qui normalement ne se parlent pas beaucoup, mais là, dans une guerre moderne, justement, le civil et le militaire ne se distinguent plus. Hein. À un certain moment, il y a eu, ça a commencé en 1954, en 1959, il y a eu un grand scandale médiatique. Donc moi, ce que j'ai essayé de démontrer ou d'utiliser ce moment-là pour, on va dire, dans l'exposition, donc entre 54 et 59, ces camps-là étaient encore un secret, on va dire, pour l'opinion publique française, donc on ne savait pas. Et puis en 59, il y a eu un rapport qui a fui, non, leaked report, et ce rapport-là a permis de pouvoir ou de savoir ou de révéler la présence ou la, on va dire pas la construction, mais vraiment la présence de ces camps de regroupement. Et ce qui est vraiment très important de savoir, c'est que cette création de ces camps de regroupement est une opération militaire. Hein, et elle a été faite justement pour diviser la population, on va dire, civile des révolutionnaires et de celles et ceux qui combattaient ou luttaient pour la libération de l'Algérie. Hein. Ce qui est pour moi très important dans ce travail, c'est de penser aussi à la continuité. Hein. Ce ne sont pas des moments qui se sont arrêtés avec les indépendances, ça a continué. Et là, on a un exemple assez clair. Donc ça, c'est en 2005, quand ce rapport a été publié. C'est un rapport de la doctrine, justement, de l'école française, de l'école militaire française, où on utilisait ce rapport-là pour ce qu'ils appellent la stabilisation en Bosnie, en Afghanistan et au Kosovo. Hein. Donc on voit vraiment cette continuité de la guerre moderne et de ces politiques-là. Donc ça, c'était juste pour donner le contexte un peu du thème.
de quoi en parler, quel est le contexte vraiment spécifique. Et puis l'exposition qui a voyagé un peu partout a utilisé 3 médias, ou 3 plateformes, ou 3 éléments. Donc l'élément du mur avec ce papier peint, l'élément du l'écran plat qui est sur ce mur avec le papier peint, et bien entendu la table. Donc pour moi, je pensais, ou j'avais imaginé que n'importe quelle institution pourrait avoir des tables, un mur et des écrans. Non, ça c'était un peu l'idée, et c'est vrai que je vois les sourires de nos amis qui ont justement à Berlin et à Charlottesville ont justement accueilli cette exposition, et ils confirment. Donc ce moment-là très précis de 1959, quand ce scandale médiatique a eu lieu, donc il y a eu des journaux de droite et de gauche, du centre, donc on voit ici Libération, derrière on voit Figaro, où il y avait tous ces articles de journaux qui dénoncent les conditions atroces et très violentes et inacceptables de ces camps de regroupement, et surtout de ces personnes regroupées. Et donc j'ai utilisé ce moment-là de scandale, et surtout j'ai essayé de rassembler un nombre assez exhaustif, on veut dire, oui, d'articles de journaux, et j'ai essayé de créer comme un papier peint qui va envahir presque, qui va surround, qui va entourer le public, les visiteurs, il va les entourer, il va leur donner ces informations, donc il va leur demander aussi de penser à tous les termes qui ont été utilisés. Donc vous avez vu, il y a 1 million d'Algériens parqués dans les camps de regroupement et entre guillemets, d'autres articles parlent d'Algériens regroupés, et il y a eu vraiment une utilisation de termes et aussi de photographies et de cartes dans ces journaux. Donc j'ai utilisé ça comme support. J'ai créé ce papier peint qui est aussi presque forcibly, donc forcément, ou d'une manière très forcée, qui reflète un peu partout. Donc sur ces tables-là, on a des miroirs qui reflètent pas seulement notre image à nous-mêmes, mais aussi tous ces articles qui dénoncent ce moment-là, donc en 1959. Pour moi, c'était très important d'empêcher le regard ou la contemplation de ces photographies en noir et blanc qui ont été créées donc entre 1954 et 1962, qui ont été réalisées par des photographes professionnels et qui représentent certaines conditions. Donc il n'y a vraiment pas cette possibilité de voir et réaliser la violence qui a été produite sur place. Donc c'est pour cela aussi le titre, Discreet Violence, violence discrète. Et le but de cette exposition était d'essayer de montrer ou essayer de dépropagandiser ces photographies-là. Donc ces photographies étaient très importantes parce que c'était le seul moyen pour pouvoir montrer visuellement, parce qu'on avait quand même des témoignages oraux, témoignages écrits. On a essayé de faire aussi des cartes de mémoire, cartes, on va dire, qui ont été créées par des personnes qui ont vécu là-bas sur place. Au niveau du texte, on avait vraiment beaucoup de preuves, mais au niveau des images, au niveau des espaces, au niveau des lieux, et pour essayer de penser un peu ce sens de lieu, c'était vraiment très nécessaire d'utiliser ces documents-là, donc ces photographies-là, en noir et blanc. Donc la grande question de cette exposition, c'était de comment, même si on utilise des images de propagande, comment on essaie de les dépropagandiser ou comment on essaie de les mettre en relation, en dialogue avec d'autres informations, comme par exemple des directives militaires, dans le sens que ces directives-là disaient exactement ce que les militaires devaient faire, et il y a vraiment
un grand contraste entre la sanitisation de ces images-là et la violence du langage qu'il y a sur ces directives militaires. Donc, comme vous voyez aussi, je me suis permise de highlight, de marquer, souligner exactement. Ça, c'est un peu le grand dilemme, non? Je ne suis pas artiste, je ne suis pas vraiment commissaire, on va dire, mais je fais des expositions, exhibition maker, je tiens vraiment beaucoup à cette appellation-là, et c'est aussi par rapport à ça qu'on fait des expositions, dans le sens qu'on appelle ou on interpelle les visiteurs, donc on essaie d'avoir un dialogue direct ou indirect avec le public, non, de leur dire, voilà, d'accord, vous regardez ça, mais absolument, il faut lire ce qu'il y a sur ces directives militaires. Donc c'était un peu ça l'idée de cette juxtaposition de différents documents, pratiquement en ce format très accessible, le format A4. Et l'idée c'était d'avoir ce mirror, ce miroir pour la réflexion, donc pour la réflexion de ce scandale médiatique, pour pouvoir toujours se rappeler des thèmes qui ont été utilisés ou des termes de l'appellation qui a été utilisée à l'époque. Est-ce que vous voyez maintenant? Ok. Ouf. Donc l'autre, il faut l'imaginer, mais celui-là au moins, il est là. Hein? Ok, très bien, très bien. Donc juste pour vous donner des idées sur ces documents-là, par exemple le mot chantier, donc construction site, là on voit que le but premier du chantier est de permettre des contacts psychologiques. Donc on construisait pendant la guerre pour pouvoir avoir ces contacts psychologiques entre les militaires et la population civile. Hein. Donc cela aussi faisait partie de cette guerre moderne, de guerre psychologique. On voit aussi, noir sur blanc, que la politique des regroupements avait une nécessité militaire. Donc le but, c'était d'isoler, c'était de contrôler la population afin que, dans ce cas-là, ce qu'on appelait enlever les rebelles, hein, donc de son milieu de vie, de son infrastructure dispersée. Tous ces documents-là étaient encore sont disponibles au service historique de l'armée de terre. Donc j'ai utilisé des photographies que j'ai prises moi-même. Je n'ai pas demandé la permission de les utiliser, dans le sens que j'ai utilisé ces documents-là dans le livre pour les citer. Et pour moi, c'est comme une citation ici aussi dans l'exposition, vu que c'est une photographie de l'original qui est dans un contexte complètement différent. Donc il y a toujours dans le monde de l'art, c'est pour ça que j'aime beaucoup le monde de l'art, il y a cette grey zone, hein, donc cette zone vraiment pas très claire, hein, où on peut essayer de dire des choses, montrer des choses et faire réfléchir vraiment. Donc il y a aussi toute la partie de propagande. Hein. La propagande, c'est ça aussi la guerre psychologique qu'on voyait directement dans l'exposition. Donc j'ai réimprimé ce terrorisme, donc cette guerre psychologique où on voyait en français et en arabe ce qui pourrait se passer à ceux qui ne collaboreraient pas avec la France. Donc là aussi on le voyait sur ces tables-là, à côté de ces photographies. Donc on avait toujours cette double, triple, quadruple, donc multi, des voix multiples. Donc ce sont ces photographies qui me donnaient vraiment, avec lesquelles j'ai beaucoup de problèmes. Donc on voit ici par exemple des chars militaires qui vont dans un village qui existe. On voit des personnes, donc des femmes, surtout des enfants, donc ça c'est aussi, hein, ça rappelle de guerre, hein, donc il y a tellement peu d'hommes, donc soit emprisonnés, soit au maquis. On voit des femmes et des enfants qui sont comme
on disait à l'époque, donc regroupés, donc ils ont été évacués, complètement déracinés et déplacés de leur village. Et bien entendu, cette construction de ces zones interdites, donc on voit ce barbelé et bien entendu les tours de contrôle ou le watchtower, c'est le Mirador. Et ces camps de regroupement, ça c'était un peu après le scandale médiatique où ce n'était plus des tentes, mais c'était de temps à autre des constructions comme on le voit ici avec bien sûr le Mirador au fond. Donc pour moi, toutes ces photos-là ne pouvaient pas être vues ou ne pouvaient pas être mises dans l'espace sans tous les autres documents qui nous rappelaient, qui nous faisaient réfléchir un peu sur cette juxtaposition. L'autre élément que j'ai utilisé, ce sont des écrans avec des vidéos. Donc normalement les vidéos, ce sont des vidéos qui sont aussi produites par le ECPAD, donc les établissements de communication de production audiovisuelle de la défense. Et normalement on utilise des vidéos qui sont déjà finies, éditées, like edited videos, et avec un texte extrêmement raciste, colonial et problématique. Et si on veut, il y a comme un récit qui est déjà placé dans ces vidéos-là. Et j'avais demandé aux archivistes que ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'architecture, on va dire, donc les lieux, le vécu des personnes, les populations, comment elles vivaient. Et donc j'ai insisté pour pouvoir regarder les roches et de pouvoir aussi sélectionner quelques moments de ces roches. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était la présence d'armes, hein, vu que dans ces documents que je viens de vous montrer, il n'y avait vraiment pas du tout de présence d'armes. Hein. Ça, c'est les photographies en noir et blanc qui ont été produites. Et là, ce qui m'intéressait, c'était documenter la présence de jeunes, comme ici, mais aussi la présence d'armes. Hein. Jusqu'à présent, on ne sait pas si ce genre de vidéo était staged ou non, s'ils étaient, si c'était les acteurs qui étaient là, ça je ne peux pas vraiment vous dire, mais ce qui était important, c'était des moments comme cela, avec justement la documentation de l'espace, de ce Mirador et de comment les gens habitaient dans ces camps. Ce qui était aussi important pour moi dans cette exposition, c'était de montrer que toutes ces vidéos-là n'étaient pas là par hasard. Elles ont été faites par aussi des militaires. Et donc j'ai pu contacter un certain nombre de caméramans et réalisateurs qui ont travaillé pendant les années 50 et 60 pour le SCA. Et donc certains ont voulu parler, d'autres pas du tout, comme on peut l'imaginer. Et ceux qui ont accepté de parler, très très peu ont aussi voulu faire, on va dire, une donation ou un prêt, on va dire plus un prêt de leur propre documents d'identité, des photographies aussi de l'époque, hein, des photographies qui documentaient the making of, hein, de comment ces vidéos ont été faites à l'époque. Et là encore, on voit vraiment que cette propagande, elle est faite par une certaine équipe avec un certain langage. Et surtout, ce qui m'intéressait énormément, c'était encore une fois la présence des armes. Hein. Donc même les caméramans, comme on le voit ici, ils étaient armés. Hein. Et quand j'ai pu parler avec certains de ces officiers, ils ont toujours nié la présence d'armes. Hein. Donc j'ai voulu un tout petit peu rapidement vous donner un overview, une vue d'ensemble du contexte de cette exposition, mais aussi de comment cette exposition a eu lieu. Donc c'était aussi une exposition qui a pu voyager grâce aussi à cette, on va dire, simplicité du média. Hein. Donc des impressions, on va dire, en noir et blanc qui peuvent être pas réutilisées, mais produites sur place par des espaces ou des institutions. Donc on a fait ça
pouvez après demander à Chiara quelle était aussi l'expérience. Hein. Le deuxième exemple, c'est un exemple qui est assez étonnant. Ça s'appelle Archive ou Archives Secret Défense avec un point d'interrogation. Donc ça s'est passé en 2020. Il y avait en 2020 des archives militaires et coloniaux devaient être déclassifiées. Par exemple, les archives du programme nucléaire français. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est au lieu de les déclassifier, on a reclassifié des documents qui étaient déjà déclassifiés. Hein. Donc il y a eu vraiment un retour en arrière. Donc ça, c'était le 1er janvier. Ah, il y a parti les mages. Ok. Elle est revenue? Non? Ok. Je vais faire quelque chose. Si vous me tenez le micro, je peux parler, je peux faire ça. Moi, je vais faire juste. Peut-être. Hein, je vais juste essayer de changer exactement ça avec ça. Et donc, cette deuxième, là, si on fait juste, on essaie de faire avec celui-là, peut-être. Hein, il va obéir. Donc en 2020, il y a eu cette loi. C'était une loi qui a pratiquement classifié ces documents. Donc les documents que j'ai montrés et que j'ai aussi utilisés pour l'écriture de l'architecture de la contre-révolution n'étaient plus ouverts au public. Hein. Donc ça, c'était vraiment un moment très surprenant, mais aussi choquant pour beaucoup de chercheurs, beaucoup de historiennes et historiens qui ont vraiment essayé de pas seulement résister, ça marche pas, c'est encore pire peut-être, hein, qui ont essayé de faire des protestations et aussi des pétitions. Donc il y a eu beaucoup de contestations par rapport à cette loi-là, mais la loi, elle existe encore aujourd'hui. Et l'idée ou on va dire, ma réaction, c'était donc il y avait, quand vous voyez l'Algérie, l'Indochine, la Deuxième Guerre mondiale, etc., donc beaucoup de documents qui, malheureusement, sont encore aujourd'hui déclassifiés. Et donc j'ai été invitée par, vous voyez aussi, ok, par Bonaventure Nkung et Aya Septi et d'autres curateurs qui ont organisé une exposition sur la restitution, réhabilitation, réparation à Berlin. Et moi, j'ai proposé de travailler sur ce moment-là, cet événement de classification de documents qui étaient déjà déclassifiés. Donc, ce que j'ai essayé de faire, encore aussi, c'est une zone très grise. Hein. Donc, j'ai essayé de utiliser mes propres photographies de documents qui étaient sur lesquels il y avait imprimé secret défense et confidentiel. Donc tous ces documents-là aujourd'hui, on ne peut pas les consulter, il faut faire des demandes, c'est pratiquement impossible. Et donc l'idée c'était d'utiliser des photos qui ont été faites avant 2020 et de les proposer dans une galerie d'art, de les proposer à d'autres chercheurs, donc de les exposer. Encore une fois, on utilise des formats A4, hein, très simples, qu'on peut imprimer. Donc, si vous êtes intéressés, je vous les envoie avec grand plaisir. Donc, l'idée, c'était d'utiliser le médium de la photographie, vu que j'ai photographié ces images avant 2020, et je les ai utilisées. Donc, ils sont cités dans des ouvrages et aussi dans d'autres expositions, et de les mettre, de les rendre accessibles à d'autres chercheurs. Hein. Je suis juste en train d'essayer de penser, peut-être qu'il y a un moyen. C'est ça, hein? C'est l'antenne. L'antenne qui ne capte pas. Allez, l'antenne. Et donc, ça aussi, c'était vraiment une conversation avec les curateurs. Hein.
On n'est pas en France, on était à Berlin. Donc, c'était pas illégal à Berlin. Je pense en France, c'est pas possible de le faire, hein, d'exposer des documents qui sont aujourd'hui déclassifiés, mais qui n'étaient pas déclassifiés avant 2020. Donc, moi, je peux dire que ce sont des photographies privées. C'est vrai que c'est écrit secret, très secret, secret défense, mais à l'époque, ces photographies étaient prises avant la déclassification. Donc, l'idée, c'était d'imprimer une quarantaine de documents qui aujourd'hui ne sont pas ouverts au public et d'essayer de les rendre accessibles. Donc les visiteurs qui passent par là et qui sont intéressés à ces documents-là, ils peuvent les prendre. Hein. Donc ça aussi, c'était de partager le risque de l'illégalité aussi avec d'autres chercheurs ou personnes intéressées, artistes ou des publics qui arrivent là. Donc le moment là, peut-être que ça va marcher, on va voir. Donc ce moment de déchirer, de prendre, de reclaim back, non? De prendre un document qui ne devrait pas être secret, vu qu'il n'y était pas vraiment. Mais ça, vraiment, c'était encore une fois l'utilisation de cette feuille A4. Donc le dernier exemple, ça s'appelle Performing Colonial Toxicity. Donc c'est une exposition qui a commencé, ou qui a été, on va dire, première itération. C'était à Amsterdam, à Frame en 2023. Et elle a voyagé à Zurich, Londres et dans d'autres endroits. Elle est maintenant à Paris et elle va être à Berlin en juillet. Elle continuera à voyager. L'idée ici aussi était d'utiliser ce format A4 et d'essayer de rendre public ou de parler ouvertement et publiquement de ce que c'est cette Performing Colonial Toxicity. Donc la performer. Ok. Je suis en train de penser juste comment on peut faire parce que là. Pardon? Donc l'idée ici de performance était par rapport au corps, hein, le rapport entre le corps des visiteurs, donc du public, et l'espace même de l'exposition. Hein. Quand on parle de toxicité coloniale, on peut penser à plusieurs choses, mais là c'était vraiment une question du programme nucléaire français au Sahara, qui a eu lieu entre 1960 et 1966, donc après l'indépendance de l'Algérie, qui a eu lieu en 1962. Donc entre 1960 et 1962, il y a eu 4 bombes nucléaires atmosphériques que vous voyez, que vous ne voyez pas. Ça revient. Donc, c'est pas grave. Oui, on cherchait juste, pardon, hein, merci pour votre patience. On va performer la technologie. Hein. Donc, ces 4 bombes nucléaires atmosphériques s'appelaient gerboises bleues, blancs, rouges et vertes. Donc, elles ont été
explosé entre 1960 et 1962. Et après 1962, il y a eu 13 bombes nucléaires atmosphériques dans une montagne qui s'appelle Tenefella. On a beaucoup construit on va dire des infrastructures, des laboratoires, des villes qui, pour justement ces scientifiques et ces militaires qui étaient là-bas sur place, et on a utilisé le Sahara, donc le désert, comme un lieu pour ces bombes-là. Et on disait justement que ce lieu était vide. Et encore aujourd'hui, on entend beaucoup que le Sahara est un lieu vide. On utilise le mot désert pour parler du régime du vide. Et j'insiste beaucoup sur cela. Le Sahara n'est pas vide. Il y a un livre qu'on a publié qui s'appelle Deserts are not empty. Les déserts ne sont pas vides. Comme on voit ici, il y a une ville qui s'appelle Reken, et des sites ou des centres qui étaient construits était justement à côté d'une ville de Reken. Et cette ville-là a, on va dire, entre guillemets, aidé l'armée parce qu'il y avait la possibilité d'avoir de l'eau, de l'électricité et toutes les autres infrastructures possibles. Contrairement à l'autre projet où il y avait une abondance, donc il y avait beaucoup d'archives, beaucoup de photographies, de vidéos en noir et blanc. Ce thème-là, on va dire, ces événements-là, cette histoire, ces faits environnementaux, politiques, militaires, dévastants, qui ont contaminé des centaines de mètres carrés, kilomètres carrés au Sahara, sont encore aujourd'hui classifiés. Donc, cette pancarte que vous voyez, attention, les activités du centre ont été classifiées. Les prises de vue sont interdites. J'ai vu des personnes qui ont pris des photos, c'est pas un problème. Donc là, on voit dans un petit moment. Ouais. Moi, je suis très visuelle, comme vous avez vu, mais je peux parler sans, mais c'est dommage parce que vous n'allez pas voir cette. Il n'y a pas un moyen de. Donc, contrairement à l'autre projet, les documents qui parlent et représentent ces événements-là sont encore aujourd'hui classifiés. Mais quand j'avais commencé à utiliser... C'est mieux ? Quand j'avais commencé à travailler sur ce projet-là, c'était avant 2020. Donc, avant 2020, j'ai commencé à lire des rapports, à essayer de comprendre un peu l'impact de ces bombes nucléaires en en étant sûr qu'en 2020, il va y avoir Ah oui, ça on fait direct, vraiment. Alhamdulillah. Attendez, peut-être ça va pas marcher. Je pense que Donc pour moi, j'avais commencé à travailler sur ça, et en 2020, on attendait, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui attendaient cette ouverture de ces archives-là, et puis en 2020, malheureusement, au lieu d'avoir cette ouverture de ces archives-là, les archives n'ont pas été déclassifiées. Donc à ce moment-là, je me suis dit que c'est important de ne pas arrêter le projet. Donc beaucoup de personnes ont dit mais c'est pas grave, il y a tellement de thèmes à faire, non, quand on parle du Sahara, on parle du désert, il y a tellement de thèmes à discuter. Et pour moi, c'était vraiment impossible de changer de thème. C'était pas une question de thème, c'est une question encore une fois, de sens de lieu, de environnement, le droit de ces populations qui habitent dans ces lieux-là. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de travailler un peu, encore une fois, avec ce secret et refuser cette imposed amnesia, cette amnésie imposée.
Et donc, j'avais commencé à contacter des associations, des vétérans, des personnes qui vivent sur place et d'essayer de voir s'ils avaient gardé des documents, s'ils avaient eux-mêmes des documents, si moi-même je pourrais trouver, par exemple, si on regarde directement sur Google Earth, si on regarde directement sur des cartes où on peut documenter et trouver ces sites-là. Donc j'ai organisé cette exposition qui a commencé à Amsterdam, donc à Frame a Friend, et j'ai essayé de créer encore une fois avec ces formats A4, d'utiliser un format très facile à imprimer, à reproduire, à utiliser, de assembler ensemble une série de documents qui ont été soit donnés, soit trouvés, soit leaked, donc fuis, et d'essayer de créer ces panneaux. Donc moi j'appelle ça des stations, donc des moments où le public est appelé à s'arrêter. Et chaque station a deux phases. Chaque phase a son titre. En haut, vous voyez l'exposure, the round, again, base, et d'essayer aussi de nommer toutes les bases et aussi certaines bombes. Hein. On connaît tous Tchernobyl ou Hiroshima, Nagasaki, mais si je vous dis Gervoise Bleue, si je vous dis Telefella, si je vous dis Beryl, c'est un accident extrêmement dangereux qui a vraiment tué beaucoup de personnes dans un village qui s'appelle Mertutek. Donc on ne connaît pas, on ne se rappelle pas de ces mots, de ces expressions, de ces lieux-là. Hein. Donc vraiment d'essayer de nommer et avoir ces titres assez grands. Donc pour moi aussi, la mise en espace de ce document était un moment très important. Donc d'essayer d'utiliser différentes échelles, hein. Donc d'utiliser, oui, ce format A4, mais d'utiliser aussi le rapport entre le corps et nos regards. Hein. Donc quand on voit tout à fait en haut, il y a des images extrêmement grandes, et quand on est plus proche de cette station, on voit des textes. Hein. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas seulement des panneaux, donc des stations avec des de côté, mais il y a aussi des projections de films et aussi des interviews qu'on va voir dans un moment. Et pour moi, ces titres-là sont assez importants, comme la question de la justice. Et là, encore une fois, comme j'ai fait avec le crayon rose dans l'autre exposition, là aussi, je parle au public, je parle à l'audience, et je dis que vraiment, encore aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Hein, donc je tire un trait sur cette justice, mais aussi on demande une justice, bien entendu, hein, au niveau de l'environnement, bien sûr, au niveau économique, au niveau politique, etc., social. Donc là, vous voyez un de ces exemples où il y a le titre, une reconstruction de tous les documents qui sont exposés dans Performing Colon and Toxicity, et toujours un texte ou un résumé de ce qu'on voit. Vous voyez aussi l'utilisation de ces formats A4, donc vous voyez les A4, donc les feuilles, et cet assemblage avec des anneaux pour des clés. Donc ça aussi, normalement, on pourrait trouver un peu partout, même si ce n'est pas la même échelle. Pour moi, ce n'est pas un problème. Mais l'idée, c'était de rassembler tous ces documents et de créer ces thèmes-là pour les rendre le plus accessibles possible au public. Hein. Donc là, on voit, par exemple, une vidéo où vous voyez aussi ici, comment on appelle ça, un son, enceinte, speaker, exactement. Donc il y avait aussi une landscape audio, donc un paysage aussi sonore. Hein. Donc on entendait des témoignages de victimes, on entendait aussi des témoignages de personnes, des scientifiques, des physiciens qui allaient sur place et qui ont mesuré aussi la radioactivité sur place. Et on entendait aussi le bruit ou le son ou la voix du sable et de cette
sandstorm, donc c'est des tempêtes de sable qui se passent vraiment très souvent et qui continuent à polluer, pas seulement le Sahara. Donc l'idée aussi de parler des survivants, de nous demander d'écouter ces victimes-là et tout leur travail, tout ce qui a été fait pendant la révolution et la guerre, pendant la détonation de ces bombes nucléaires, mais aussi après. Donc il y a vraiment beaucoup d'associations qui ont demandé, continuent à demander justice. On voyait aussi dans ces feuilles A4, vous voyez que la trame de ces feuilles A4 n'est pas utilisée, donc il y a cette continuité de cette feuille, mais aussi des moments où on utilise cette feuille d'une façon à créer un autre espace pour justement faire lire par exemple des articles de journaux, mais aussi pour projeter des vidéos de paysages d'aujourd'hui. Donc l'idée c'était d'utiliser pas seulement des documents des années 50, mais aussi de continuer à documenter cette transformation et cette contamination de ces lieux-là. Donc on voit vraiment dans l'utilisation de ces supports, de ces stations, comme à travers différents formats. Donc la vidéo où sans le son, où on voit justement ces lieux-là, où il y a comment on appelle ça, un rappel ou une mise en relation avec le document, donc avec la vidéo et tous les autres documents. Donc ici on voit la ville de Requet qui existe encore aujourd'hui et qui est vraiment très proche de ces sites. On voit ici aussi des restent. Donc normalement les États nucléaires ils sont obligés à décontaminer, à nettoyer les sites. Et là on voit très bien que ces sites-là sont encore là, ils ne sont pas nettoyés, ils sont encore visibles. En plus de toute cette contamination sur le sol, il y a aussi beaucoup de contamination souterraine. Donc on a enfoui des engins toxico-radioactifs encore sous terre, donc ils existent aujourd'hui. On ne sait pas vraiment où exactement, vu que les documents sont classifiés. Donc en plus de ces documents, on va dire, vidéo, pour moi c'est très important aussi avoir des conversations avec des artistes, des historiennes et des historiens, des scientifiques, des physiciens, des personnes qui sont aussi allées sur le terrain, qui travaillent directement sur ces sites-là, sur ces lieux-là. Donc on a par exemple Gabriel Hecht, qui est l'historienne du nucléaire en France, ou Laoui Ben Chiha, qui est un réalisateur algérien qui a produit beaucoup de films sur ces sites-là. Donc c'était aussi important d'avoir toutes ces personnes qui nous parlent et toutes ces personnes qui nous font penser. Un autre aspect très important de cette exposition, c'était de demander de nommer certaines matières qui ont été produites, par exemple Jaboisite, donc gerboise. Donc le nom en français, c'est le nom des bombes atmosphériques. Et si vous vous rappelez, dans le New Mexico, les États-Unis, ils ont aussi détonné leurs bombes. Ils ont appelé une des bombes Trinity Bomb. Et tout ce matériel qui a été généré par cette bombe-là aux États-Unis a été appelé Trinitite. Les États-Unis sont encore plus, rusés, je ne sais pas comment dire. Ils vendent même ces matériaux-là. Donc, ils ont presque capitalisé sur la radioactivité de ces matières-là. Dans le cas au Sahara, les physiciens, les scientifiques français ou algériens ou la communauté internationale n'a même pas nommé ces morceaux très radioactifs de sable qui a fondu pratiquement avec la chaleur de ces bombes-là. Donc c'était important aussi d'essayer de faire rappeler ou de poser la question de la nomenclature.
Un dernier élément, et là je suis en train de conclure. J'ai essayé de faire un peu de... Vraiment, conclure comme ça, on a vraiment la possibilité de parler. Un dernier élément très important aussi de l'exposition. Normalement, on s'attend des expositions de passer quelques moments, enfin pas trop longtemps, donc c'est très visuel. Donc on voit des photos, on voit des vidéos. Pour moi, c'était très important aussi d'inclure les témoignages des victimes du Sahara, mais aussi des vétérans français. Donc ceux qui sont rentrés en France, ils sont malades, et ceux qui ne peuvent pas rentrer, ils sont sur place, donc au Sahara, en Algérie, mais aussi au Mali, dans d'autres pays autour de l'Algérie. Donc on a rassemblé leurs témoignages et on a aussi créé une plateforme qui existe encore, où on a traduit ces témoignages-là qui sont ouverts au public. Et quand on s'approche de ces stations, on est toujours confronté à la parole, à cette parole-là, ou à cette souffrance des victimes de ces bombes nucléaires dans le Sahara. Et là, on a vraiment essayé de, encore une fois, faire vraiment penser à beaucoup d'impacts ou plusieurs aspects ou plusieurs impacts de ces bombes-là. Pour vraiment conclure, pour moi, c'est très important de ne pas être dans cette dualité Algérie-France, France-Algérie ou Sahara, France, mais d'essayer de penser ça comme un phénomène vraiment global. C'est l'arme nucléaire, mais surtout la radioactivité n'a pas de frontières. Donc, elle circule partout dans le monde, vu que ces vents-là, quand normalement on entend dans cette exposition, donc on est toujours rappelé, we are reminded by it. Donc, il y avait aussi une station qui rappelle ça et qui participe un peu à cette célébration des Européens. Donc, chaque année, il y a ces magnifiques couleurs de Londres ou de Paris ou de Lyon ou de Barcelona. Donc on voit vraiment ces couleurs magnifiques, et dans ces couleurs magnifiques, ces couleurs sont produites justement par ces vents, et surtout on trouve encore aujourd'hui toujours des particules radioactives, mais les scientifiques disent que, à ce qui paraît, ces particules ne sont pas assez dangereuses pour nous faire du mal. Donc aussi cette réflexion sur la circulation de la radioactivité et ces lieux en fait qui sont toujours en mouvement et en déplacement et replacement aussi. Donc je vais vous laisser avec ce livre qu'on a essayé de produire. Donc tout le travail qui a été fait a été aussi mis dans un manuscrit, donc d'essayer de vraiment restituer, d'essayer de le rendre le plus accessible possible. Donc qui a été publié en février en 2025. Il a été saturé au out of stock en octobre, et on va essayer de faire, on est en train de le reproduire comme ça. On a vraiment accès à tous ces documents, et on voit qu'il y a aussi un travail d'écriture aussi de toutes les captions, de toutes les légendes. Comme ça, l'idée c'est de inviter d'autres chercheurs, d'autres associations de continuer ce travail. Donc par cette présentation, j'ai essayé, en performant la technologie, je suis vraiment désolée si ce n'était pas fluide, mais vraiment d'essayer de penser le sens du lieu à travers ces 3 expositions. Donc là, les déplacements des populations pendant la guerre d'Algérie, qui n'a pas en fait, c'est pas terminé, donc dans le sens où il y a encore des problèmes énormes encore aujourd'hui. Donc la classification de documents qui ont été déjà déclassifiés et la contamination des lieux au Sahara, et tout ça vraiment fait partie de cette guerre moderne, cette guerre politique contre les populations. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Samia, for an amazing presentation. Sorry about the technical difficulties.
But does anyone have any questions? We're going to take 3 to 4 questions. Samia. Bonjour Samia. J'ai juste une petite question par rapport au livre que tu es en train de présenter. Est-ce qu'il y a une signification derrière le gradient de couleur en fait, des pages? Oui, en fait, on a utilisé deux photographies. C'est une lava qui est sortie en fait de cette montagne Telefella qui n'a pas été contenue. Donc, une des bombes, enfin, 11 bombes sur 13 bombes n'ont pas été contenues dans la montagne. Donc, il y a eu une éjection de cette lava. Donc, on a pris une photo de cette lava. Et l'autre, c'est une métamorphose des pierres qui sont aussi à côté de cette montagne-là. L'idée, c'était de créer, parce qu'il y avait tellement de chapitres, des espaces dans le livre où les documents ont presque une tonalité similaire, parce que ces documents venaient un peu partout. Ils n'avaient pas la même résolution, donc certains sont extrêmement de haute résolution, d'autres documents pas du tout. Donc on a essayé de créer ces espaces de lecture où on arrive à se sentir dans un chapitre. Merci beaucoup Samia pour la présentation. J'ai peut-être une question par rapport à la réception de ton travail en France. Comment c'est reçu, à la fois par rapport aux éditions, mais aussi au travail d'exposition que tu mènes, et aussi en Europe en général, parce qu'on ne peut pas, je pense, parler de stratégie militaire sans faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Et on voit dans beaucoup de lieux qu'on édite aussi, qu'on parle de Gaza ou qu'on parle de génocide, etc. Donc, quel genre de lieu aujourd'hui peut montrer ce genre de travail? Et oui, de manière générale, comment c'est reçu et quels sont un peu les challenges par rapport à la diffusion? Moi, je travaille, je vis et aussi j'enseigne dans l'Occident. Donc pour moi, ce que je suis en train de faire est déjà adressé à un public occidental. Il est en anglais. La majorité, comme tu as vu, ces stations-là sont en anglais. Les traductions sont pour internationaliser les témoignages, donc sont faits en anglais. Le livre est en anglais. Pour moi, j'aimerais plus un peu sortir de cette question de France, mais plus la question de l'Occident. C'est quand même une responsabilité, surtout quand on parle du nucléaire, donc du monde, vu qu'il n'y a pas de boundaries, il n'y a pas de frontières. Je pense qu'il y a quand même, comme on voit ici, déjà 2 personnes qui peuvent nous répondre. Il y a une très belle, je pense, avec le temps, il y a beaucoup d'institutions, peut-être c'est un peu, j'exagère avec beaucoup, je ne dis pas beaucoup peut-être, il y a quand même des personnes, je dis plus personnes et pas institutions, parce que, exactement, oui. Je dirais plus des personnes qui croient. Ça, c'est pas seulement une question de travail, de carrière, de publication, mais c'est une question vraiment d'existence, de résistance et de vie, de survie pour certaines populations. Donc ces personnes-là, il faut vraiment bien les connaître, il faut vraiment les garder très très à côté de notre cœur. Il faut aussi les aider beaucoup, parce qu'on est vraiment en train de traverser un fascisme extrêmement violent qui n'est pas en train de s'arrêter, il est en train d'avoir plus de pouvoir. Donc il faut contribuer à cela et surtout continuer à faire le travail. Surtout, ça c'est important, je pense. Anymore? Samia, je vous remercie encore pour nous parler ce soir-là. Je pensais juste à propos du sujet de réparation et avec l'article qui est dans Eflux où on parle à propos des nuages avec des sables et des poussières qui a encore retourné et
c'est comme la nature était en train de refuser d'être suppressée quand ça retourne comme ça. Et donc, ouais, je voulais juste demander une question à propos de réparation. Et comment est-ce que tu vois les réparations pour quand nature is destroyed? What is your idea about reparations? Yeah, it's like, yeah, I can. C'est une grosse question, je sais. Yeah, mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la réparation. Hein. Moi, je travaille sur l'exposition. Moi, je travaille sur le miroir. Je travaille sur si on veut des questions vraiment de comment montrer, de comment être plus frontal, hein, surtout dans le monde académique, on est toujours dans cette notion de dire, ne pas dire, d'être aussi très... Non, je ne suis pas contre la théorie, c'est très important, la théorie nous aide beaucoup, elle est très très importante, mais il y a des événements, il y a des histoires, on a besoin de faits, on a besoin de evidence, comme on dit, de documentation, on a besoin de montrer. C'est pas une question de moralité, hein, c'est vraiment une question de dire on devrait continuer à parler sur les camps de recouvrement parce qu'on n'en a pas parlé pendant des années. Hein, et il y a eu vraiment, quand on a fait cette exposition par exemple à Paris, on a eu, grâce à Kader Attia, hein, grâce à la colonie, encore une fois, c'est des personnes, ce ne sont pas des institutions. Hein. Kader, quand il avait la colonie, on a pu montrer cette exposition. Et pour moi, si on veut, je ne sais pas si c'est un moment de réparation, mais c'était une plateforme de conversation. Donc il y a eu beaucoup de victimes qui sont venues eux-mêmes dans ce lieu-là, dans cette exposition. Et on a demandé aussi à projeter des films, à parler, à pleurer, à faire plein de choses ensemble que avant on ne pouvait pas vraiment les faire, surtout dans les géographies de ce genre. Hein. Donc vraiment, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de travail. Peut-être le travail de réparation, quand on parle des bombes nucléaires, c'est irréversible. On ne peut plus rien réparer au niveau environnemental, environmental. C'est radioactif, c'est toxique, c'est irréversible. Même si on va jeter du sable, ça continue à traverser les sols et les sous-sols. Donc c'est là. La question maintenant, pourquoi on a encore ces sites qui sont contaminés? Pourquoi on n'a pas le droit? Et normalement, on a le droit. Hein, on a le droit, c'est légalement prouvé. Il y a des lois qu'il faut appliquer. Car ces états nucléaires, ils doivent tous clean, comme on dit, nettoyer et rendre au moins clean visuellement. Hein, la radioactivité n'est pas visible, donc elle continue, mais au moins dégager tous ces bâtiments-là qui sont des ruines, qui sont là et qui ont été même utilisés après. Hein, donc ça aussi, c'est un problème. Donc je pense il faut être plusieurs et chacun peut faire prendre un rôle ou prendre un fragment de ce travail très complexe. Merci beaucoup. Thank you again, Samia, for such a wonderful presentation. Tomorrow we have our celebration of Koyo, which you're all welcome to, and thank you for being here today.